Les exorcismes. On doit avouer que peu importe combien de films d'horreur on regarde, la majorité d'entre nous n'est pas rassurée quand il s'agit d'exorcisme. En film, c'est quelque chose, il y en a eu des milliards plus ou moins bons, dont le mythique L'Exorciste de 1973. D'ailleurs, j'espère que vous avez vu la vidéo de Joe sur Rolando, le jeune garçon possédé qui a inspiré ce film. Et comme on a vu que cette vidéo vous avait beaucoup plu, on est parti sur une nouvelle histoire d'horreur, un nouvel exorcisme qui a rien à voir avec cette histoire. Un exorcisme qui a secoué tout le pays et dont on a parlé dans le monde entier tellement il a fait froid dans le dos. Ce qui est différent des autres histoires de possession et qui rend celle-là en fait excessivement flippante, c'est vraiment l'abondance d'enregistrements et de sons qu'on a. Et comme on va le voir, c'est une histoire vraiment flippante, vraiment spéciale et vraiment que j'ai hâte de dire vraiment. Et pour tout vous dire là, à l'heure à laquelle je tourne, je suis pas rassuré, j'ai des petits coups d'œil de temps en temps derrière. Non, plus sérieusement, pour vous raconter cette histoire, comme pour le cas de Rolando, je vais essayer de rester factuel et je vais seulement me placer en fait du point de vue des proches et de la victime en elle-même pour vous raconter les faits. Et donc voilà, vous seul à la fin pourrez décider de ce que vous croirez ou non. Bref, vite fait avant de commencer, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de commenter, aussi de nous rejoindre sur les réseaux sociaux si ça vous a plu. Surtout de vous abonner, de liker parce que vraiment c'est la meilleure manière de nous aider. Et sans plus tarder, on est parti et ce soir, on va parler de Annelise Michel, la jeune fille possédée par 6 démons. Notre histoire débute le 21 septembre 1952. Annelise Michel naît à Leipzig, en Allemagne de l'Ouest. À cette époque, l'Allemagne est en pleine reconstruction après la Seconde Guerre mondiale. Et Annelise est l'aînée de 2 sœurs dans une famille très modeste. Même si ses parents ont eu une première fille avant Annelise qui s'appelait Martha mais qui est malheureusement morte à l'âge de 8 ans. D'ailleurs, cette Martha était considérée comme une enfant illégitime parce qu'elle était née avant le mariage de ses parents qui étaient pourtant des catholiques très croyants. Mais Annelise, comme le reste de sa famille, est très pratiquante et s'efforce d'être une bonne personne. D'ailleurs, elle fait même pénitence elle-même pour demander à ce qu'on pardonne ses parents en fait pour leur péché d'illégitimité. Bref, Annelise a une foi dure comme fer et elle fait vraiment tout pour respecter ses principes et c'est vraiment un point fondamental dans l'histoire. Mais voilà, toute son enfance se passe bien, Annelise est très heureuse, elle travaille dur aussi dans le but de devenir professeur. Mais bon, vous savez très bien que si on fait une vidéo là-dessus, c'est que forcément ça va partir en cacahuète au bout d'un moment. Et sa vie paisible et ses projets innocents vont vite prendre une tournure dramatique. En 1968, alors qu'elle est chez elle, tranquillement, et qu'elle a 16 ans, Annelise elle se met à trembler d'un coup comme ça sans prévenir. Et c'est si violent qu'elle ne contrôle plus du tout son corps, elle est en état de panique totale et même sa famille et ses proches ils comprennent pas du tout ce qui se passe. Et malheureusement ces crises continuent et se mettent même à empirer. Et quand elle fait une crise, elle devient incapable de dire un seul mot, donc d'appeler à l'aide, et elle se met à bouger comme un pantin articulé et elle peut plus du coup contrôler aucun de ses mouvements. Annelise est donc en état de choc et elle insiste auprès de ses parents et elle le sent. Quelque chose ne va pas, et ce n'est pas normal. Après une énième crise c'en est trop, ses parents se décident à consulter et le verdict y tombe. Annelise est diagnostiquée épileptique par un neurologue qui a examiné le lobe temporal de son cerveau. Mais ce n'est pas tout, et on lui diagnostique aussi une sévère dépression, certainement due au fait qu'elle ne se contrôle plus du tout lors de ses crises. Donc malheureusement plus rien ne va pour elle, et ses parents décident de l'interner dans un hôpital psychiatrique pour la soumettre à un traitement assez strict et pour tenter de la guérir. Et donc Annelise est mise sous médicaments, mais malheureusement ce séjour ne l'aidera pas du tout. Alors qu'elle est en quelque sorte isolée, ses crises continuent malgré les traitements et ne cessent de s'aggraver. Pour la première fois, Annelise le dit clairement. Lorsque j'ai fait ma prière quotidienne, je vois des visages démoniaques qui m'entourent. Elle dit qu'une entité la harcèle, elle le décrit et lui donne le nom de Fratzen. Et ce Fratzen lui ferait des grimaces quand elle prie et ne la quitterait jamais. Son état empire et des voix se mettent à lui parler, lui disant qu'elle est damnée et qu'elle va finir brûlée en enfer. Annelise est terrifiée et bien sûr elle va en parler aux médecins, mais ces derniers sont impuissants et ne peuvent que constater en fait l'aggravation de son état. Annelise se retrouve donc seule face à son mal et en colère face aux médecins qui n'arrivent pas à lui trouver un remède, et elle est très claire, je suis possédée par un démon. Après ce séjour à l'hôpital qui l'aura pas beaucoup aidé et qui a quand même duré 1 an, elle est autorisée à rentrer chez elle. C'est alors qu'un ami de la famille va accepter de l'aider et en fait va faire des pèlerinages avec Annelise dans des lieux qu'il considère comme saints, notamment à San Damiano en Italie. Et cet ami en viendra vite à la même conclusion. Annelise refuse de boire l'eau sacrée des sources. Elle est incapable de marcher devant un crucifix. Elle est possédée par une entité démoniaque.
Et donc ses parents, face à l'échec de la médecine et des déclarations en fait de Anneliese et de son ami, ils vont faire appel à des prêtres pour essayer de virer cette entité démoniaque de leur fille qui est là depuis beaucoup trop longtemps. C'est alors qu'ils vont demander à de nombreux prêtres autour d'eux et de leur vie de pratiquer un exorcisme sur leur fille. Et en 1973, soit 5 ans après le début des crises de la jeune fille, on accepte enfin de l'examiner. Et très vite, les prêtres vont constater que Anneliese ressent un dégoût envers les objets religieux alors qu'elle était très croyante, et même si c'est un signe de la possession, effectivement, ils vont refuser de l'exorciser. Car d'après les prêtres de l'époque, elle ne respecte pas les 3 conditions nécessaires à une possession. Anneliese ne parle pas une langue inconnue, ne connaît pas des choses cachées qu'elle ne peut pas savoir, et sa force physique n'est pas décuplée. Sans ces éléments, l'archevêché ne conclut pas une possession et ne peut donc pas autoriser un exorcisme. Encore une fois, Anneliese se retrouve seule et sans aide. Et son état va continuer à se dégrader encore et encore. Anneliese, qui était une fille très douce, commence à devenir violente envers ses proches et commence même à se mutiler. Elle se mettrait même à boire son urine, à manger des insectes et des araignées, bref, plus rien ne va. Et vers la fin de l'année, elle va prendre un nouveau traitement pour stabiliser son humeur et essayer de calmer ses crises, en plus de médicaments antipsychotiques, mais rien n'y fait. Son état empire et aucun traitement ne semble exister pour la malheureuse jeune fille. En 1974, ses parents, donc un an plus tard, ils sont à bout de force et ils demandent encore une fois l'aide des prêtres. Et un d'entre eux, le père Ernst Alt, conclut à une possession démoniaque et ajoute même qu'elle ne paraissait pas du tout épileptique. Il envoie donc une lettre à son supérieur hiérarchique afin de demander l'autorisation de pratiquer un exorcisme, mais l'évêque encore une fois refuse. Anneliese devient de plus en plus violente, notamment envers sa famille qu'elle commence à mordre, insulter, frapper. Elle refuse aussi catégoriquement de s'alimenter et ses nuits sont tellement mouvementées qu'elle dort sur le plancher en fait pour éviter de trop faire bouger son lit. Et en plus de ça, elle passe ses journées à hurler, à briser des crucifixes et des peintures en fait qui représentent Jésus. En 1975, l'archevêché en fait il va réexaminer le dossier d'Anneliese et il va enfin autoriser à ce qu'on pratique un exorcisme basé sur le rituel romain, mais à une seule condition près. Il faut à tout prix garder le plus grand secret sur la situation. C'est alors que le père Arnold Renz, épaulé par le pasteur Ernst Alt, vont en fait se mettre à pratiquer de nombreux exorcismes sur la jeune fille. Mais vraiment beaucoup, genre 1 ou 2 par semaine, et parfois ça pouvait aller jusqu'à 8 heures de suite. Et lors de ces exorcismes, Anneliese elle pouvait être parfois tellement violente qu'il fallait des fois 3 hommes en fait pour la retenir malgré le fait qu'elle pesait que 30 kilos à cause de son refus de s'alimenter. Après avoir subi ces exorcismes répétés, Anneliese elle commence à retrouver un semblant de vie normale. Elle retourne à l'école, elle participe même à un concours, mais ses crises, elle s'arrête pas. En plus de ça, elle perd conscience et se retrouve paralysée de plus en plus longtemps et de plus en plus souvent, et plus rien ne va pour Anneliese qui est vraiment très faible. Et lors de ces exorcismes, en fait, qui vont continuer même quand elle va retourner à l'école, Anneliese elle se met à faire des génuflexions, donc le fait de se mettre à genoux, mais elle le faisait ultra violemment, elle pouvait le faire jusqu'à 600 fois par séance, et malheureusement ça a mené à une rupture en fait de ses ligaments des genoux, et donc Anneliese elle pouvait plus marcher sans aide. Et encore, les exorcismes se sont poursuivis, et ce qui est vraiment spécial en fait avec cette affaire, c'est que tout a été enregistré. Ce que je vous montre de la vidéo là, ce sont des vraies images non truquées des exorcismes qu'elle a subis. C'est l'une des rares histoires où on a autant d'archives et d'ailleurs il y a pas moins de 40 cassettes d'enregistrement. En 1976, Anneliese devient encore de plus en plus faible, refuse toujours de s'alimenter et son état devient vraiment critique. Le 30 juin 1976, son état de santé empire une dernière fois. Elle souffre d'une pneumonie et a une grande fièvre et ne pèse plus que 30 kilos. Et le lendemain, le drame tant redouté se produit. Anneliese s'éteint à l'âge de 23 ans. Ce seront au total pas moins de 67 exorcismes qui auront été pratiqués sur la jeune fille. Elle est examinée et son autopsie est claire. Anneliese Michel est morte d'une sévère malnutrition et de déshydratation. Mais comme on peut s'en douter, l'histoire ne va pas s'arrêter là. C'est quand même une histoire tragique qui a conduit à une mort. Et donc bien entendu, il y a eu une demande d'enquête en fait de la part du procureur de l'État. Et les premiers éléments qu'on va avoir en fait, ce sont le bilan psychiatrique de Anneliese qui a été suivi en fait pas mal de temps. Et ces rapports sont clairs eux aussi. Anneliese souffrait d'épilepsie et de psychose. Elle avait donc une maladie grave qui lui provoquait des troubles sévères et des pertes de connexion avec la réalité. Le 30 mars 1978, le procureur accuse donc lors du procès le père Arnold Renz, le pasteur Ernst Alt et des parents d'Anneliese de négligence. Il estime que d'après les rapports qu'il avait, la mort d'Anneliese aurait pu être évitée s'il avait été hospitalisé rien qu'une semaine avant sa mort. Et vraiment, je vais pas pouvoir vous dire tout ce qui s'est passé lors de ce procès parce qu'il s'est passé vraiment beaucoup de choses. Mais pour la faire courte, d'après de nombreux médecins et de psychiatres, Anneliese elle souffrait aussi de troubles dissociatifs, ce qui expliquerait la voix déformée qu'elle avait et le fait de dire nous pour se décrire, ainsi que de nombreux autres symptômes. Et en plus de ça, sa foi, et je cite, l'influence doctrinale que pouvaient avoir les prêtres sur Anneliese expliquerait pourquoi Anneliese en fait se serait sentie possédée et aurait adopté ce comportement malgré elle. Mais pour se défendre, les représentants de l'église vont alors jouer une carte qui en fait va scotcher tout le monde et glacer de sang toute la salle du tribunal et même l'Allemagne tout entière. Les exorcismes d'Anneliese ont été enregistrés sur pas moins de 40 cassettes et ce que vont entendre en fait les jurés est vraiment très troublant.
On entend Annelise parler et crier avec des voix et des tons méconnaissables et elle dit être possédée par 6 démons dont Hitler, Caïn, Néron et même Lucifer qui se battent entre eux dans le corps de la jeune fille. Annelise, dans ses moments de lucidité, dit qu'elle voit la Vierge Marie qui lui dirait d'arrêter de s'alimenter pour mourir en tant que martyr. On dit également que les exorcismes auraient été assistés par un médecin et que Annelise lui aurait demandé à plusieurs reprises de l'aide, mais il aurait déclaré « Il n'existe pas d'injection contre la possession ». Et on dit même que lors du procès, il y aurait une linguiste en fait qui aurait analysé les enregistrements audio de Annelise et aurait affirmé que Annelise ne peut pas déformer autant sa voix avec ses cordes vocales. Ça fait froid dans le dos, hein. Mais le verdict tombe et les accusés en fait s'en sortiront avec quelques mois de prison avec sursis au vu en fait des circonstances exceptionnelles qui entourent cette affaire. Aujourd'hui, le tombeau d'Annelise qui est en Allemagne, c'est un lieu de pèlerinage pour de nombreux catholiques. Elle serait morte en martyr et serait une sainte parce que c'est l'exemple en fait d'une personne qui a combattu le mal jusqu'à sa propre mort. Son père décède en 1999, ses sœurs quittent la région et on n'entend plus jamais parler et sa mère, encore en 2005, déclare enfin « Je ne regrette rien, il n'y avait pas d'autre moyen ». Voilà, c'est l'histoire en fait de la jeune fille qui a été possédée par 6 démons et qui aura vécu un véritable calvaire. Et vraiment ce qui rend l'histoire ultra intéressante, c'est qu'elle est très documentée, j'ai pas pu tout vous dire dans cette vidéo. Par exemple, elle aurait été déterrée à plusieurs reprises pour pouvoir faire taire des rumeurs qui diraient qu'en fait elle ne s'était pas décomposée parce que les possédés en fait ne se décomposent pas. Il y a aussi de longs rapports officiels qui décriraient toutes les maladies d'Annelise, etc. Bref, je vous mets toutes les sources et plus d'informations en bas en description. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager vu le temps que ça demande ce genre de vidéos si vous voulez en avoir plus. En tout cas, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, le cas d'Annelise Michel, c'est vraiment un des cas de possession, voire le cas de possession qui a le plus secoué le monde entier ces 50 dernières années. Et maintenant, je m'adresse directement à vous, chers viewers qui regardez cette vidéo et qui sont restés jusqu'à la fin. Est-ce que vous pensez que Annelise était vraiment possédée ou était juste malade? Allez, dites-nous ça en commentaire, on sera ravis d'avoir votre avis et nous on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonsoir tout le monde!